Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et Conversations thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptômes. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Ariane Hypnose. Bonjour à tous, voici mon épisode bonus de cette série. J'ai envie de dire une petite sucrerie. On a déjà tous entendu parler d'événements autour de nous, paranormaux ou de phénomènes inexpliqués, inexplicables. Certains d'entre nous vivent des expériences, j'ai envie de dire, extraordinaires. J'ai donc décidé de rencontrer Marion, qui est médium, pour l'interroger sur ces dimensions qui, justement, moi, continuent de m'intriguer. J'ai le souvenir de me poser des questions existentielles depuis que je suis très petite, d'avoir parfois des intuitions très fortes, et j'ai moi-même vécu aussi des expériences, je dirais, paranormales la nuit, donc je reste assez sensible et très curieuse à ces dimensions. En tout cas, j'ai passé un super moment aux côtés de Marion. Elle dégage une certaine vraiment sérénité et elle semble être très alignée. On est vraiment apaisé à ses côtés. Elle témoigne avec authenticité dans cet épisode de ses perceptions et de ses différentes expériences qui, j'espère, vous inspireront en tout cas. Je vous remercie par avance pour votre écoute et si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de me laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix ou un avis. Ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité. Très bonne écoute. Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Tu es voyante, médium, tu proposes aussi des drainages lymphatiques et même de la communication animale pour les cavaliers. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours assez intriguant ? Le mot voyante et même médium peut faire peur à certains d'entre nous. Certains n'hésiteront pas à dire que c'est absurde, perché, impensable et même méprisable. J'aimerais donc rendre l'accès à cette pratique, à ces autres dimensions, avec considération et surtout sérieux. Bonjour Ariane, je suis ravie de participer à ton podcast. Alors en fait, j'ai su que j'étais médium, pas par un événement précis, mais plus surtout ça m'est arrivé surtout le soir où je voyais des formes lumineuses, ce que j'ai su par la suite que c'était des entités. Mais j'étais également un peu comme aspirée par le haut du crâne, donc c'est un petit peu comme un vortex, on va dire. Donc c'était une sensation que je pouvais pas contrôler. Okay. Et en fait, c'est comme si je sortais un peu de mon corps. Et voilà. Ça, c'était la nuit et à quel âge ? C'était plutôt le soir. Et j'avais 5-6 ans. J'étais vraiment petite, quoi. Donc, je n'en parlais pas. Parce que pour moi, en fait, c'était naturel. Et du coup, je pensais que tout le monde vivait la même chose. En fait, jusqu'au jour où j'ai commencé à percevoir et avoir des informations, des scènes, voire des scènes sur des choses d'adultes que je ne comprenais pas forcément en tant qu'enfant. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que tu as des exemples ? Ouais, mais c'est des exemples trop intimes là pour le coup. D'accord. Parce que c'était des choses qui étaient vraiment de mon famille entourage proche. Okay. Ouais. Et en fait, à 14 ans, donc je suis marseillaise et à 10 ans, je suis partie avec ma mère et mon beau-père à Paris. Et à 14 ans, j'ai senti le besoin d'aller voir une médium, sans le dire à mes parents.
Et donc j'ai pris mon métro toute seule et je suis allée voir cette médium qui m'a dit tout de suite que j'étais moi-même médium et de ne pas m'inquiéter. Il ne fallait pas que ça me fasse peur. Et elle m'a rajouté que j'en ferais mon métier. Elle voyait des caméras, elle voyait de l'écriture, que j'écrirais des livres. Bon, ce qui n'est pas encore le cas. J'adore écrire, mais je n'ai pas encore écrit d'ouvrage. En revanche, donc à mes 14 ans, j'étais vraiment partie pour être journaliste. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit, les caméras, etc., c'est dans le journalisme en fait. Et ben pas du tout. En fait, c'est Christophe de Chavannes qui m'a demandé, à peu près, j'avais 21 ans, de faire le casting de Coucou c'est nous pour faire de la voyance en direct. Et comment tu connaissais Christophe de Chavannes ? Alors en fait, ça s'est fait car je m'étais donc installée en tant que médium l'année d'avant, donc à mes 20 ans. Très très jeune. J'étais très jeune, oui. Et j'ai une journaliste qui m'a appelée pour faire... elle était en train de faire un guide sur la voyance par téléphone. Ok. Donc elle m'a demandé d'être testée. Moi, je n'avais jamais fait de voyance par téléphone, donc je lui ai dit, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Ok. Et au final, j'ai eu la 2e meilleure note. Voilà. Et en fait, c'est parti de là. L'équipe de Chavannes, je pense, c'est sûr, même, a eu le guide. Et du coup, ils m'ont contacté comme ça. Et j'ai fait à peu près 2 mois de casting. Et ils m'ont choisi. Voilà. Donc, c'est parti comme ça, en fait, assez jeune. Mais alors, dans cette émission, t'étais filmée ? Oui, j'étais sur le plateau. T'étais sur le plateau et les gens pouvaient appeler... Ils appelaient... alors, en amont, ils appelaient la production pour poser leurs questions. Moi, je n'avais pas le droit d'avoir les questions avant. Donc, c'était du direct. Voilà, donc toutes les semaines, tu répondais aux questions des auditeurs. Il y en avait 3-4 à peu près. Et ils te posaient quel type de questions ? C'était par rapport à des... C'était sur le professionnel, l'affectif. Alors, on évitait tout ce qui était santé. Tout ce qui était d'ordre, des choses graves, etc. Ça, on ne voulait pas que ça soit diffusé en grand public, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était une super expérience. Et après, ils m'ont repris pour Ciel mon mardi, la dernière partie. Ok. Et ça a duré combien de temps ? Alors, Coucou c'est nous, ça a duré à peu près 8-9 mois. Ok. Et ensuite, Ciel mon mardi, ça a été plus court parce que l'émission s'est arrêtée assez vite en fait. C'était vraiment le dernier module qui s'est arrêté en quelques mois, quoi. Et ça t'a donné une visibilité, je suppose, incroyable. Ça m'a vraiment propulsée dans mon métier. Et voilà, donc voilà, c'est en fait cette médium à 14 ans m'avait effectivement vu les caméras. C'est pour ça que je raconte cette anecdote. Et ce n'est pas en tant que journaliste, mais en tant que médium. En tant que médium, voilà. Et comment a réagi ton entourage, justement, à l'époque, puisque tu étais très jeune ? Encore aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même de plus en plus ouvert sur ce sujet. On est même, j'ai envie de dire, demandeur. Mais à ton époque et dans ton contexte familial, comment tes proches ont réagi ? Alors, très bien. Surtout que je viens d'une famille extrêmement terre-à-terre et dans la banque, donc voilà, très, très cartésienne. Mais au final, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas aussi cartésiens que ça. Enfin, je veux dire, ils avaient un métier cartésien, une éducation, etc. Mais même mon grand-père qui était dans la banque, il s'estimait assez visionnaire et assez, entre guillemets, intuitif, même si, évidemment, il ne le disait pas forcément. Voilà. Donc, au final, il a très, très bien vécu. Il me disait qu'il était fier de moi. Génial. Mon père aussi, ma mère aussi. Enfin, voilà. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance que ça soit accueilli de cette manière. Voilà. Je ne me suis pas du tout sentie prise pour une uluberlue ou en tout cas dans ma famille proche. Voilà. D'accord. Et justement, dans ton entourage d'amis dans ton entourage, est-ce que tu as encore beaucoup de questions qui te sont posées, beaucoup d'étonnements, beaucoup de jugements, beaucoup de
De taquinerie? Non, pas tellement. Non, parce que comme tu disais, c'est quand même de plus en plus ouvert. Ouais. Donc, même quand je travaille à Paris, j'ai quand même pas mal d'hommes d'affaires Ouais. qui en fait, au départ, étaient un petit peu fermés et pouvaient être un petit peu, voilà, taquins ou un peu caustiques là-dessus. Et en fait, maintenant, c'est complètement acquis. Ouais, voilà, quoi. C'est accepté, quoi. Enfin, ouais. On va pas dire à 100%, mais on va dire à 80% maintenant. Les gens sont quand même beaucoup plus ouverts à ça, quoi. C'est génial. Est-ce que tu as eu différentes étapes dans ton parcours de médium? Est-ce que c'est donc toi, tu le vois comme un don aujourd'hui que tu as reçu, que tu as? Ou est-ce que tu penses que tout le monde peut l'être? Je pense qu'on a tous le canal, plus ou moins ouvert. Me concernant, ça a été beaucoup sur la confiance en moi, en fait. Plus j'avais confiance en mes ressentis, plus j'ai accepté les images, les informations que j'avais sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur de me tromper, et plus ça s'ouvrait. D'accord. Voilà. Et comment tu as fait ce travail d'acceptation? C'est un travail sur soi, et qui se fait en fait à travers des expériences. Par exemple, j'étais assez jeune, je pense que j'avais 26 ans. J'ai une journaliste qui est venue me voir en consultation, qui était parisienne et avec un look très parisien. Ouais. Et quand elle s'est assise, j'ai commencé à avoir des pingouins. Des pingouins. Des pingouins. Donc là, pour le coup, je me suis dit, je suis en train vraiment d'être complètement zinzin, quoi. De partir. Donc, j'ai vraiment hésité à lui dire. En plus, elle était journaliste, donc voilà, je me suis dit, si elle est là pour me tester, ce qui arrivait assez souvent quand même. Bon, finalement, ça revenait, donc j'ai... Désolée, je suis un petit peu enrouée. Du coup, j'ai décidé quand même de le dire, de me lancer. Et au final, elle a rigolé parce qu'elle m'a expliqué que 10 jours après, elle partait en Antarctique pour faire un reportage. C'est incroyable. Voilà, donc c'est des trucs comme ça où je me suis dit, écoute, maintenant... Fais confiance. Fais-toi confiance. Alors, on a toujours un peu la peur de se tromper, d'être jugé, etc. Mais voilà, on se dit, écoute, si je me trompe, je me trompe. Mais en tous les cas, je suis ce qu'on me donne comme information, quoi. Voilà. Donc, c'est faire confiance à ses ressentis, à ces images qui te viennent. Oui. Et puis, l'expérience qui fait que tu gagnes en compétence et en confiance. Ouais. Alors, après, il y a des apprentissages, on va dire. Oui. Moi, ça a été la numérologie, parce que il faut savoir qu'en voyance, on n'a pas d'espace-temps. On capte des événements. Mais tu sais pas si c'est du passé ou du futur? Alors, en général, on le sent quand même quand c'est passé ou à venir. Là où il y a une confusion, c'est quand c'est un passé proche. Donc, la personne, de toute façon, elle sait si c'est déjà passé de manière proche ou pas. Mais sinon, voilà, c'est quand même assez dur d'avoir un espace-temps. Donc moi, j'avais choisi la numérologie qui m'attirait beaucoup, qui m'attire toujours beaucoup, pour replacer les événements dans le temps, dans les cycles, et mieux comprendre la structure de la personne aussi, parce que c'est assez fouillé. Moi, j'ai trouvé, au niveau des vraies études de numérologie, je trouve que c'est très précis par rapport à ça. Donc, ça veut dire que tu vas demander à la personne sa date de naissance ou de date? Alors, maintenant, je ne fais plus de thèmes complets systématiquement. Mais avant, je faisais des thèmes vraiment fouillés. Les gens venaient me voir beaucoup pour la numérologie aussi, quoi. D'accord. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, ils attendaient beaucoup plus d'événementiel que de mieux se connaître par l'analyse d'eux-mêmes. Donc du coup, j'ai un petit peu laissé de côté les vrais thèmes, quoi, de numérologie. Il y a des moments où tu peux te couper de ce canal, justement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout le temps là? C'est tout le temps là, mais plus j'en fais de manière professionnelle, on va dire. En fait, c'est comme une énergie, quoi. Plus on la dépense, et moins il y en a à côté, quoi, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, plus on fait de sport, et plus on est calme... Après.
Ok. Voilà, moi c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que par exemple, si je suis en vacances, donc je ne fais pas de consultation, là je vais avoir plus d'informations spontanées sur les gens que je peux croiser, etc. Ok. En revanche, quand je fais des consultations la journée... le soir, ouais. Le soir, en général, voilà. Il y a eu la dose. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas lourd, énergétiquement, justement, d'avoir accès à toutes ces informations ? Comment tu arrives à gérer, justement, ces informations au quotidien ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça rentre dans ton quotidien et tu fais même plus attention, ou est-ce que c'est quand même lourd ? Ah oui, il peut y avoir des choses lourdes. J'ai eu des histoires, des très belles histoires, des histoires très très touchantes qui moi m'ont marqué énormément. Donc on apprend, c'est comme les psys, on apprend à se protéger aussi, à prendre un certain recul. Mais voilà, oui, bien sûr, on peut absorber des choses très lourdes, soit à travers les histoires qu'on capte, soit à travers les énergies qu'on capte des autres. Donc j'ai tout un rituel pour me protéger, et un rituel aussi le matin, une hygiène de vie plutôt, on va dire ça comme ça, qui consiste en fait à faire de la méditation tous les matins. Du yoga qui s'appelle yoga Kundalini, donc c'est un yoga de l'énergie. Donc ça, quoi qu'il arrive, je le fais. Donc je le fais, ça peut être 20 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voilà, tout dépend du temps que j'ai. Et je fais du sport. Pour moi, c'est ma manière d'évacuer également ces énergies. Voilà, donc je cours, je fais de la danse, je fais des choses qui en tout cas assez cardio. Ok. Voilà. Pour te dépenser. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une douche de l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon rituel. Et bien entendu, je me prends des douches en me frottant avec du gros sel pour absorber quand je me sens vraiment très, très... Chargée. Chargée, exactement. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des... c'est une question que j'avais posée aussi dans un épisode précédent à une cartomancière. Est-ce que tu as pour toi des voyants rouges pour certains médiums ? Tu vois, qu'est-ce qui fait la différence entre un très bon médium et un médium moyen ? Alors, de mon point de vue, être médium, c'est agir avec une certaine partie du cerveau qui n'est pas justement cette partie rationnelle, cartésienne. Donc à partir du moment où on commence à analyser l'autre, on n'est plus dans la médiumnité. D'accord. Là on agit sur l'analyse, sur le mental. Sur le mental, exactement. Ouais. Donc on est dans la partie cerveau vraiment de l'instinct, quoi. Ok, donc c'est avec du ressenti, de l'intuitif. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir des informations complètement décousues et qui, pour nous paraissent complètement absurdes, et en fait, elles ne le sont pas pour la personne, ou ne le seront pas dans l'avenir. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui serait inquiétant qu'un médium dise à un consultant, justement, qui n'est pas pour toi éthique ? Alors, j'ai une expérience qui m'a vraiment marquée d'une jeune fille qui est venue me voir à ses 19 ans. Et en fait, elle a eu une médium dans la rue. Alors, je pense que c'était une liseuse de ligne de la main. Bon, voilà, je me souviens plus exactement. Qui lui a expliqué que, en fait, qui lui a prédit qu'elle ne passerait pas ses 18 ans. Oh, mais quelle horreur. Elle avait 14 ans. Voilà, donc ça a été horrible, parce que, évidemment, pas de projet pour son avenir. C'est horrible. Aller à l'école, ça sert à quoi ? Enfin, bref. Ça lui a complètement détruit ces 4 années. Voilà. Et en fait, à ses 18 ans, plutôt à ses 19 ans, elle a compris qu'elle avait passé ses 18 ans, quoi. Donc, elle est venue me voir. Et franchement, moi, ça m'avait vraiment choquée. Et je sais que moi, j'ai une éthique, c'est que je ne prends absolument pas en consultation les personnes mineures. D'accord.
Par rapport à l'expérience que tu as aujourd'hui, justement, quelle est ta vision, j'ai envie de dire, de la vie et donc de la mort? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est à côté de nous, près de nous, avec nous, tout le temps, ou c'est encore complètement inconnu? Quelle est ta vision, ton approche par rapport à ça? Alors mon approche, c'est en fait, comment dire, c'est vraiment le chemin d'une âme en fait, le chemin d'une âme qui a décidé de s'incarner dans un corps qui pour moi est un peu comme un vêtement. C'est notre véhicule, on va dire. Et à travers nos expériences, notre famille, nos amis, nos amours, l'âme cherche à évoluer, à apprendre, voilà. Donc en fait, à partir de là, il y a une vision de la mort de la même manière, c'est-à-dire on quitte ce vêtement, mais l'âme poursuit son chemin, quoi. D'accord. Et est-ce que tu penses, bon ça c'est une question très personnelle j'ai envie de dire, mais est-ce que tu penses que finalement on peut revenir aussi, que l'âme elle peut avoir plusieurs oui. se réincarner finalement? Oui, se réincarner, oui, jusqu'à temps qu'elle se soit complètement réalisée, on va dire, élevée. Alors jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais oui, c'est ma conception, en tout cas, des choses. J'ai eu moi-même quelques expériences de régression. Ouais. Et notamment une régression qu'une dame médium m'avait faite. Donc et c'était assez amusant parce que j'ai une grand-mère que j'adorais. Oui. Et en fait, très très jeune, de très bébé en fait, parce que c'était avant de dire papa et maman, je l'ai appelée Nai Nai. Ok. Et Nai Nai, en fait, ça veut dire maman dans un dialecte thaïlandais. D'accord. Ça, c'est mes parents qui l'ont cherché, en fait, parce qu'il paraît que je le disais vraiment avec le nez un peu pincé, quoi. Ok. Et en fait, cette médium m'a relaté ma dernière vie, où j'étais un petit garçon, a priori, en Thaïlande. Incroyable. Donc c'est assez marrant, quoi. Voilà. Donc oui, non, je crois complètement à la réincarnation. Et est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a peur de la mort, justement? Tu vois, qui est complètement dans du matériel, dans du réaliste, dans du concret, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire de ta vision, de tes expériences, de ce que tu as pu vivre, observer, entendre, écouter? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette personne? De ne pas avoir peur. Alors, je sais que l'inconnu fait peur. Et moi-même, je ne comptais pas en parler pendant ce podcast. Mais j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui est décédé il y a quelques années. Et en fait, évidemment, il connaissait mon métier. Et en fait, il a voulu me faire sentir là où il allait. On va dire ça comme ça. Ça peut paraître très bizarre et très... Voilà. Moi-même, je me suis demandé, quand j'ai ressenti ce message, que j'étais vraiment en train, par la peine, d'être complètement déconnectée, on va dire. Et donc, je suis allée voir une de mes consoeurs qui, elle-même, m'a expliqué que mon père voulait que je ressente, que je vois là où il allait, sans y aller, évidemment, avec lui. Et il m'a fait faire une expérience vraiment dingue. Dingue, voilà. Il m'a emmenée dans un espèce de tunnel, on va dire ça comme ça. C'était noir, c'était vraiment très sombre. Il m'a demandé de lui tenir la main, donc ce que j'ai fait. Et là, on a commencé à monter en vibration, on va dire, en énergie. Je ne sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, mon cœur s'est accéléré. C'est vraiment... mon rythme cardiaque physique, hein, réellement, a commencé à monter. T'as pas eu peur? Alors, j'ai pas eu peur. J'ai eu peur un peu du côté très noir, très... Voilà. Et il m'avait dit, en fait, tu lâcheras ta main, pas ma main, quand je te le dirai. Il faudra vraiment que tu lâches. Donc en fait, et plus ça montait, plus on avançait dans cette espèce de tunnel,
Et plus je me sentais légère et super bien, quoi. Une sensation que j'avais jamais eue dans la vie normale, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu vraiment quelque chose de très, très lumineux, mais très loin. Et ça montait, ça continuait, on avançait et tout ça. Et là, il m'a dit, lâche la main. Et en fait, je n'arrivais pas à lâcher sa main parce que j'étais tellement bien, tellement légère. Il n'y avait plus de... Voilà. C'était super, quoi. Et j'étais vraiment attirée vers ce truc lumineux que j'arrivais pas à lâcher sa main. Et ce qui m'a fait lâcher la main, c'est ma fille, en fait. C'est le fait que j'ai ma fille en vie, quoi, et j'avais envie de la retrouver. Donc j'ai fait le chemin inverse, qui là a été assez lourd, parce que là vraiment j'ai eu la sensation de rentrer dans une espèce de côte de maille hyper étriquée, étroite, c'est-à-dire mon corps en fait. Et voilà. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui ont peur, c'est que, en tout cas, de mon ressenti et de mon vécu, entre guillemets, ça a l'air chouette, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'y aller tout de suite. Exactement. On a plein de choses à faire avant. Mais voilà. Ouais. Donc, c'était plutôt une sensation d'apaisement, enfin de libération, je sais pas comment expliquer, de légèreté, Ah oui, vraiment. Mais qui retire en rien la souffrance qui est liée à la perte d'un proche mais en rien, bien sûr. Ah oui. Le deuil est quand même encore là. C'est pareil, le manque... Le manque est là, hein, donc il y a tout le processus à faire, même si on a une vision de la mort, on va dire, qui n'est pas triste. Mais ouais. Est-ce que quand juste pour remettre peut-être un peu de contexte par rapport à cette histoire-là ou cette expérience-là, quand tu dis que ton père t'a demandé de lui prendre la main, t'étais dans une sorte de méditation? Oui. Oui. Et en fait, plusieurs jours qui ont suivi son décès, en fait, il communiquait. Avec toi? Ouais. Donc tu avais des signes, des synchronicités. Ouais, j'avais des signes, des mots, c'était assez fort. Et après ça a diminué. Bon, après, il a fait son chemin, son âme a fait son chemin, mais voilà, c'était dans ce contexte-là. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'en consultation, j'ai une question, est-ce qu'en consultation, tu as des personnes qui peuvent venir te voir par rapport à des proches qu'ils ont perdus? Oui. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec ces proches-là? Est-ce que c'est systématique ou est-ce qu'avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas? Et est-ce que, tu vois, si ces personnes sont décédées depuis longtemps, tu peux quand même rentrer en contact avec leur âme, avec leur... Alors oui, mais moi, c'est pas un aspect que je souhaite développer, en fait. D'accord. Donc, si j'ai des informations, si la personne décédée ça arrive souvent en consultation qu'il y a un proche que je capte un proche à côté, on va dire, mais je vais pas aller moi chercher les informations. Donc c'est la personne, voilà, c'est le défunt qui vient. C'est le défunt qui vient, mais en tout cas, je ne vais pas faire ma consultation que sur la communication avec des personnes décédées. D'accord. Quelles questions, justement, on peut te poser en consultation? Alors, en général, en consultation, je ne pose pas de questions, en fait. Enfin, d'accord. Je ne demande pas de questions, plutôt, excusez-moi. Ouais. Donc, j'en demande à la fin pour voir s'il y a des choses que je n'ai pas abordées, mais en général, je préfère, moi, recevoir les informations de manière spontanée. D'accord. Mais à la fin, si j'ai pas relevé certaines choses, la personne peut me poser des questions. Alors évidemment, c'est d'ordre privé, professionnel, la santé. Voilà, il y a beaucoup de domaines de nos vies à tous, quoi. Il n'y a aucun tabou et aucun jugement. Surtout, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Voilà. Parce
que chacun a son parcours, ses expériences, et il n'y a aucun jugement de la personne, quoi. Et est-ce que tu as des outils qui t'accompagnent ? Alors j'ai envie de dire, mes outils, c'est la foi. La foi. Ouais. La foi, mes guides. Donc tu as des guides. Ouais. Et comment tu les as rencontrés, ces guides, par exemple ? Si tu veux mais bien je me les sens. partager. En fait, je les sens depuis que je suis petite. C'est dingue. Donc c'est ça. C'est même pas une. Enfin, Ouais. Et c'est un peu comme une deuxième famille, en fait. Carrément. Bah oui, Ouais. c'est une forme de. Voilà. Oui. Donc tu te sens soutenue, guidée, en fait. Oui, exactement. Ok. Ouais. Et ça, quand t'étais petite, C'était spontané. Ouais. Ouais. Je les sentais plus le soir. Et tu pouvais leur parler ? Enfin, leur parler, qu'à les ressentir, pas forcément entamer des discussions. Mais oui. Et voilà, et c'est vrai que j'ai envie de dire, mes outils, c'est aussi la méditation quotidienne, parce que ça me permet de m'ancrer et d'être bien alignée, bien connectée, quoi. Donc ça, c'est mes outils principaux. D'accord. Après, j'ai 2 jeux de cartes, mais que je ne lis pas. J'ai pas appris les cartes, en fait. Et je veux pas parce que ça mettrait justement cette partie du cerveau trop dans l'apprentissage et le mental. Donc je pense que ça me couperait des informations, des flashs que j'ai. Et souvent, j'ai des flashs en battant mes cartes. D'accord. Voilà. Donc voilà, même en consultation par téléphone, je bats mes cartes et j'ai souvent des trucs qui me viennent sur la personne, quoi. Ok. J'ai une question qui me vient. Est-ce que tu peux avoir des informations aussi sur, par exemple, je sais que tu as une fille. Oui. Est-ce que tu peux avoir des informations sur elle ou justement tu as coupé ce canal Ah oui, non. Ça, c'est quelque chose, je l'ai jamais fait. Ouais. Et non, tu veux jamais. Ça, je veux pas. Ouais. Ok. Ouais. J'ai des ressentis sur elle, mais je vais pas lui faire de consultation. Voilà. Pour ça, j'ai des consoeurs qu'elle va tant consulter, mais. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça, justement, ta fille, elle l'a bien vécu d'avoir une maman médium c'est quelque Et chose oui, dont parce elle parlait. que oui, complètement, et elle-même est médium, en fait. Génial. Voilà. Donc elle est dans un parcours scientifique, mais qui est également sur. Elle étudie, elle est en doctorat de neurosciences, donc elle étudie le cerveau d'une manière scientifique, on va dire. Ouais. Mais oui, elle-même est médium. Alors, elle l'a pas développé, elle en a eu peur à un certain moment. Ouais. Mais c'est toujours en elle. Hein. D'accord. Voilà. Et toi, tu as su la rassurer, la guider, ou tu as tout de suite vu aussi les premiers signes ? Comment ça s'est passé ? Ah oui. Ouais. Oui. Mais c'était... elle l'a eu de manière très très forte, même peut-être plus que moi, petite. D'accord. Ouais. En tout cas, différente. C'est pas plus ou moins, c'est différemment. Mais donc on en a parlé, oui, on en a parlé et tout ça. Après voilà, son chemin d'âme, justement, n'est pas forcément d'en faire un métier, quoi. Ouais. Je pense que ça l'aidera énormément, même à travers son parcours professionnel. Il y aura l'aspect scientifique et l'aspect... Mais c'est la même pièce, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est les 2 faces. Voilà, ouais. Incroyable. Comme je le disais dans mon introduction, tu proposes aussi de la communication animale avec les chevaux. Est-ce que c'est le même procédé de vision, de contact, de ressenti, de communication que pour les humains ? C'est une question que je me posais. Et c'est important. Et en fait, ce qui est dingue avant l'enregistrement, enfin avant notre rencontre, c'est que je voulais absolument interviewer une personne qui fait de la communication animale, enfin qui travaille avec les chevaux, parce que je sais que il est recommandé d'être au contact d'animaux pour réguler son système nerveux et pour guérir de certains traumatismes. Tout à fait. Ouais. Et je voulais rencontrer aussi quelqu'un qui fait des drainages lymphatiques et qui est voyante. Donc c'est parfait, tu fais les 3. Justement, donc par rapport aux chevaux, on dit que travailler avec les chevaux peut favoriser une connexion émotionnelle qui est très profonde, qui est apaisante. On dit aussi que les chevaux nous aident à développer notre confiance en soi.
Et que c'est même très important avec les chevaux d'avoir confiance en soi, Ouais. qui captent Ils énormément perçoivent tout. exactement. Et puis même, je trouve que, je sais pas trop comment le dire, mais même physiquement, un cheval, je trouve qu'on voit que c'est vraiment, on voit une âme. Je trouve que c'est... Ah oui, Enfin, moi, c'est la première information que je vois, c'est il y a une histoire, il y a quelque chose de très puissant. ouais. Comment tu Oui, travailles avec les chevaux? Alors, comme avec tous les autres animaux, hein, en fait, alors, pour répondre à ta première question, euh, de mon point de vue, encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. De mon point de vue, c'est pas exactement le même canal. Parce que quand je fais de la communication animale avec un animal, j'ai la sensation de rentrer en télépathie, en fait. Mhm. C'est une forme de télépathie. C'est une communication non verbale, on va dire ça comme ça. Ok. Alors qu'en médiumnité, en voyance, j'essaye justement de ne pas être en télépathie. Parce que dans ces cas-là, je vais capter ce que souhaite la personne et non pas forcément les faits réels. D'accord. Voilà, donc c'est là où il y a un petit peu la différence entre les deux. Après, oui, comme tu disais, c'est une communication justement sans verbe, on va dire, Mm. et le verbe, c'est le mental, quelque part. Ok. Donc là, c'est vraiment une communication dans l'instinct. Et un cheval sait lire en nous avec déjà le langage corporel. Ouais. Et puis voilà, moi, dans mes communications animales, vraiment, je suis à chaque fois hallucinée des informations, des choses qu'ils savent sur nous, Mhm. qu'ils savent sur leur... j'aime pas dire leur propriétaire, parce que personne n'appartient à personne. Leur gardien, on va dire. Sur le cavalier, en fait. Sur le cavalier ou sur une personne qui a un chien, etc. Et d'ailleurs, quand je fais des communications, des consultations, je leur demande l'autorisation de rentrer dans leur vie privée parce que je vais avoir des informations certainement de leur animal sur eux-mêmes. Donc ça veut dire que l'animal te donne des informations sur leur propriétaire, entre guillemets, sur leur cavalier. Oui. Ok. Alors, pas à chaque fois, mais enfin, à 80%, ils nous parlent d'eux parce qu'ils vivent avec eux et voilà, ils peuvent avoir des choses assez intimes en fait. Hein, donc, Est-ce que tu as des exemples alors, l'exemple qui me vient là, c'était pour un chien qui avait des problèmes de comportement assez agressifs en fait. Voilà, et c'était la femme d'un couple. Et ce couple était en apparence extrêmement bien ensemble, une famille classique, etc. Et en fait, le chien me disait qu'il en avait ras-le-bol d'entendre des hurlements. Que voilà, enfin, je passe les détails parce que... croustillant. Et donc, je me suis même demandé si j'étais pas à côté parce que c'était vraiment un couple modèle, quoi. Ok. Voilà. Et je me suis lancée parce que là, et en fait, effectivement, la femme du couple s'est mise à pleurer parce que c'était le cas, quoi. Voilà. En fait, c'était effectivement une vitrine du couple modèle, mais à la maison, c'était absolument pas ça et c'était assez difficile. Voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est un exemple qui me vient. Mais par exemple, pour comment dire, un cheval, imaginons, la personne, elle te consulte par rapport à un problème qu'elle a avec son cheval? Oui, alors en général, ça concerne un problème de compréhension en fait entre deux cavalier-cheval. Ok. Donc on essaie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, ou ils se comprennent pas. Où il y a des problèmes de performance aussi, parce que j'ai pas mal de chevaux en compétition, donc pour améliorer le bien-être du cheval et les performances. C'est un peu le but du cavalier, on va dire. Ok. Donc voilà, déjà j'interroge l'animal sur ses premiers ressentis, sur ce qu'il souhaite, sur ce qu'il vit, donc sans lui poser de questions, juste la question, voilà, exprime-moi ce que tu souhaites et ce que tu as envie de me dire. Et puis après, on peut rentrer, on peut peaufiner avec le cavalier justement sur des questions beaucoup plus précises, parce qu'on
on reçoit les informations de l'animal, mais on peut en émettre aussi. Donc, il y a quand même un échange. Un échange. Et ça, c'est en direct? Alors, en premier, je fais la communication moi toute seule avec l'animal. Et ensuite, quand j'ai la personne... Alors, je le fais souvent à distance et je préfère souvent parce que justement, je suis tranquille chez moi et j'ai pas forcément les stimuli extérieurs qu'il peut avoir en entrant dans un box avec les personnes qui sont à l'extérieur du box. Oui. Voilà, donc limite, je préfère le faire à distance. De toute façon, on n'a aucun... la distance n'est absolument pas un souci. On peut faire une communication avec un cheval au Japon, c'est la même chose. Hein. Est-ce que tu peux l'expliquer, ça, justement? Parce que c'est comme une télépathie. Donc, il n'y a pas de notion de temps, de distance. Mais cette connexion animale, finalement, je suppose que c'est la même chose avec l'humain. Donc, à distance, c'est finalement poser cette intention de rentrer en contact avec cette personne. Oui, alors on a, entre guillemets, une technique pour faciliter D'accord. cette communication qui est dans une certaine, on va dire, onde. C'est un peu radiofréquence, quoi. Ok. Donc on se met... sur cette fréquence. C'est un peu un état de méditation, en fait. Hein. Un peu D'accord. un état méditatif qui nous aide à rentrer sur une certaine fréquence sur lequel l'animal communique entre eux, quoi, déjà. Voilà, donc il y a une rencontre à ce niveau-là, quoi, qui se fait. Donc peu importe qu'il soit là ou pas, en fait. Ok. C'est incroyable. Ça mérite d'être étudié, quand même. Oui, mais justement, ma fille, je pense un jour étudier. Elle va s'en charger. Certainement. Ouais, d'amener du... Je suppose que son rôle, ça va être d'amener peut-être du scientifique... oui, je pense. Sur ces dimensions-là. Exactement. Mais c'est étrange parce que je trouve que en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Ça existe depuis la nuit des temps, mais on aime bien encore coller l'étiquette de charlatan, de c'est étrange, de c'est mystérieux, alors que finalement ça existe, mais depuis toujours. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on parle aussi de guérison parfois aussi à distance avec des guérisseurs qui on n'a même pas besoin de les voir. Tout à fait. Oui. Et quand tu reçois justement cette information du cheval, est-ce que tu prends des notes? Est-ce que Ah voilà, oui. Alors ma manière de procéder, en fait, c'est vraiment quand je commence à recevoir les informations, je prends une feuille et un papier, enfin j'ai déjà devant moi, et je fais comme une écriture automatique. Ok. Et vraiment, il me dit les mots qu'il souhaite, j'entends les mots qu'il souhaite exprimer, quoi. Qui sont pas forcément les miens. Donc c'est assez marrant, oui. Mais tu dois avoir une connexion très forte avec les animaux, non? Oui, mais ça depuis toujours aussi. Depuis toute petite, ouais. Ok. Ah, ouais. Alors après, je sais pas si je faisais réellement de la communication animale petite, mais mon père me disait que oui, mais bon, voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'était assez instinctif. C'est fou. Qu'est-ce que tu as appris justement au contact des chevaux et qu'est-ce qui continue de t'apprendre? Qu'est-ce qui continue de te... J'apprends chaque jour à travers eux, à travers ce qui me... pour moi, c'est les plus grands... Enfin, c'est vraiment... Ils font partie des grands enseignants, en fait. Et il y a une sagesse, une résilience, une acceptation. Ils jugent pas. Ils aiment. Vraiment avec cet amour inconditionnel. Voilà. C'est une leçon à chaque fois, en fait, pour moi. Trop beau. Ouais. Trop de chance. Comme je le disais tout à l'heure, tu proposes aussi des drainages lymphatiques. Moi, ce podcast, aujourd'hui, il est consacré donc, au lien corps-esprit. Et donc, je vais un petit peu plus loin avec cet épisode aujourd'hui parce que je trouve que c'est important aussi de s'intéresser à d'autres dimensions. Et je conseille souvent, justement, de s'intéresser... Alors, tu sais, quand on est anxieux, on s'intéresse tout de suite au mental, finalement, à la tête, et donc, quelle histoire on se raconte, etc. Et finalement, je me suis rendu compte, à travers mes différentes expériences, mais aussi mes rencontres,
que beaucoup de choses se passent surtout dans le corps. Et le corps, c'est un peu le grand oublié, surtout dans une thérapie. C'est ça. Parce qu'on ressent les choses par notre corps. Les événements qu'on vit, ça se passe directement par nos 5 sens, par notre corps. Et les émotions sont comme cristallisées justement dans notre corps par rapport aux différents événements qu'on peut vivre dans notre vie. Et donc, je voulais absolument interviewer une personne qui fait des drainages lymphatiques parce que pour moi, c'est remettre du mouvement. C'est cette idée-là. C'est exactement le mot qui convient. Ouais. Et est-ce que tu peux aussi m'expliquer comment est venu le drainage lymphatique dans ta vie, dans ton parcours, et comment tu l'adaptes aussi justement à tes soins aujourd'hui que tu proposes? Alors, en fait, ça fait plusieurs années. Il y a plusieurs années. Il était une fois. Il était une fois. Que je ressentais un manque dans ce que j'apportais aux personnes. Donc, il y avait cet aspect, donc, du coup, à donner des informations sur les personnes pour tenter de les éclairer. Mais j'avais vraiment des choses qui me brûlaient au niveau des mains, en fait. Mais même, je pense que c'était de l'énergie, hein, clairement. J'avais comme des fourmis sans arrêt. Alors, je donnais, entre guillemets, je faisais passer l'énergie à distance aux animaux, justement. Et en fait, je ressentais que j'avais quelque chose à faire également avec les humains, quoi. Okay. Donc, c'est ma fille, d'ailleurs, qui m'a orientée vers les drainages lymphatiques, que j'ai testé sur moi-même. Je m'en suis fait faire. Ouais. Et du coup, j'ai fait la formation, mais je ne savais absolument pas si j'allais aimer toucher des inconnus. C'est quand même particulier. Donc j'ai fait la formation et j'ai pratiqué très vite après, en fait, grâce à quelqu'un qui m'a lancé dans le bain très, très, très rapidement. Alors, tu as fait quelle formation? Alors, j'ai fait la formation de Renata França. Et voilà. Et ensuite, je l'ai complété avec la madérothérapie. Bon, c'est encore autre chose, mais qui est très complémentaire. Et en fait, en drainant, je me suis aperçue que je remettais en mouvement le système lymphatique, le système circulatoire, mais également les énergies que je ressentais quand je masse quelqu'un, quand je draine quelqu'un. J'ai des informations aussi qui me viennent. Alors, je ne fais pas des consultations de voyance complètes, mais j'ai souvent des choses qui me viennent, souvent des nœuds, en fait, des choses qui bloquent. Et je ressens cette énergie justement de refluidifier les liquides, entre guillemets. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me comble, voilà. Parce que je le ressens, et après je donne de l'énergie voilà, à travers mes mains et tout ça. Donc c'est un drainage lymphatique, énergétique, voilà, c'est vraiment le corps et l'esprit, quoi. Ok. Ouais. Quel est le bienfait des drainages lymphatiques? Alors, sur le plan purement physique, c'est retrouver de la légèreté. C'est très bon pour les personnes qui font de la rétention d'eau, qui ont des problèmes circulatoires, qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes... Ça relance le système immunitaire. Enfin, il y a énormément de bienfaits. Et puis, en général, voilà, ça débloque certaines choses, certains nœuds qu'on a. Les personnes, après, souvent remettent en mouvement également leur vie. Ouais. Voilà. Trop beau. C'est vraiment le côté... ils ont re-envie, on va dire, de faire des choses pour eux, dans leur vie, dans leurs projets, dans leur... Voilà, donc ça, je trouve ça super, quoi. Précieux. Voilà, précieux. Oui, exactement. Est-ce qu'il faut être régulier dans les drainages lymphatiques? Est-ce que c'est à une certaine période de l'année? Est-ce que c'est par exemple au niveau des changements de saison? C'est ça qui me vient à l'esprit. En fait, c'est toute l'année, hein, quelque part, mais bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui viennent le printemps et en été, parce que ça fait dégonfler. Voilà, et puis, même voilà, par rapport à la chaleur, à travers la chaleur et tout ça. Mais en fait, j'ai des personnes qui viennent toute l'année parce que y a un côté détox aussi, hein, donc c'est aussi... on peut le faire aussi l'hiver, hein. Enfin, c'est pareil. Okay. Voilà. Mais en fait, il faut le faire de manière assez rapprochée
pendant 3 à 5 séances pour que ça relance vraiment le système. Ok. Et ensuite, c'est de l'entretien. D'accord. Voilà. Donc il y a une base de départ. Oui, il y a une base de départ. Qui est conseillée. Oui, exactement. Et après, c'est l'entretien. C'est de l'entretien. Ok, ouais. Hyper intéressant. Et Mais à côté de ça, bon voilà, il faut effectivement faire quand même attention à son hygiène de vie. Il y a une globalité. Hein, ouais. C'est un outil complémentaire, c'est exactement. Pas, ouais. Ce qui va, c'est pas miraculeux, c'est pas de la magie, quoi. Oui, voilà, c'est pas la baguette magique non plus. Finalement, avec ces drainages lymphatiques, ce que je comprends, c'est que tu as réussi à ajouter ta touche perso à toi, qui est que justement, tu peux pas non plus te couper de ces dons, j'ai envie de dire, entre guillemets, que tu as, de ce que tu reçois, de ce que tu peux percevoir. C'est quelque chose finalement que tu as réussi qui vient se rajouter. Ouais, qui vient c'est s'ajouter. Ça, exactement. Ouais. Donc c'est peut-être pas un drainage lymphatique comme d'autres. Oui, ben voilà, chacun a sa signature, on va dire. Voilà. C'est trop beau. J'avais une petite question aussi par rapport à toutes ces activités que tu as. Si tu avais eu des mentors sur ton parcours, et par mentor, je peux peut-être aussi parler d'expériences aussi marquantes, mais est-ce que tu as vraiment des gens qui t'ont guidé justement ? Oui. Mais c'est vraiment... j'ai eu beaucoup de chance en fait. De toute façon, voilà, j'estime que je suis vraiment guidée, comme beaucoup de nous, hein, d'ailleurs. Mais, donc, on a mis sur mon chemin les bonnes personnes au bon moment, en fait, hein, qui m'ont... Ok. Donc, j'ai pas eu une seule personne. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu certaines personnes sur mon chemin au moment parfait, quoi. Ok. Voilà. Et comme je souhaite être sur le chemin de certains pour les éclairer, les aiguiller, quoi. Les aider. Donc, oui, tout à fait. J'ai eu du soutien. Ça fait partie de mes guides. Hein. On a des guides en haut et des guides en bas. Ok, génial. Ouais, c'est vrai. Mais tu as eu aussi l'intelligence, j'ai envie de dire, de saisir aussi à chaque moment. Parce que si tu n'avais pas été à l'écoute peut-être de certains ressentis, et je pense que c'est le cas aussi de nombreuses personnes qui ont beaucoup d'indices sur leur chemin, donc on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas qui ont beaucoup d'informations, mais qui ne saisissent pas en fait ces informations. Oui. Alors en fait, je pense que une des clés en tous les cas, c'est l'acceptation. C'est accepter ce que l'on est, accepter ce qui nous arrive, accepter ce qu'on nous donne, ce que la vie nous amène. Alors, ça peut être des choses super comme des épreuves, hein, bien entendu, mais je pense que c'est ça, c'est l'acceptation, quoi. C'est dire oui aux outils qu'on nous donne. Ouais. À la vie, en fait. À la vie, exactement. Pour moi, c'est la foi, en fait. Hein, ça. La foi. C'est ma définition de la foi, on va dire. Donc c'est être à la fois, je ne sais plus qui disait ça, mais être un homme debout, c'est-à-dire être bien ancré au très sol, important. quoi. Et en même temps, de ne pas oublier cette dimension tout à fait. Qui est le ciel. C'est la connexion de la terre et du ciel. Voilà. Alors c'est drôle parce que pour toi, ça te paraît... On a l'impression que c'est tellement évident, mais... mais je pense que pour certaines personnes, c'est sûr, mais... c'est marrant parce que juste avant le podcast, j'ai tiré 2 cartes d'un oracle que tu connais très bien, qui est l'oracle des mantras de Lily Barbery, qui est une professeure de yoga Kundalini, qui a fait un oracle magnifique. Et en fait, ces 2 cartes d'ailleurs, qui sont là-bas, c'est symboliser vraiment retrouver l'estime de soi. Et s'unir, se lier les uns les autres, les uns aux autres plutôt. Et en fait, moi, ça, à travers ce que l'on a dit, ça me parle carrément, quoi, parce que c'est vraiment justement retrouver ce centrage, la vérité de notre essence, et s'aimer pour se relier, pour aimer les autres et pour servir le collectif. Mais voilà, il faut savoir que ça part de nous quand même. Les réponses sont pas que à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur et on diffuse, on s'agrandit, voilà.
Et l'importance d'ouvrir son cœur, effectivement, cet espace-là, en tout cas, qui est sacré en nous. Oui. Et pour ça, je pense qu'il faut retirer aussi des couches de peur. Voilà, c'est ça. Et ça fait partie de l'acceptation. Quand on accepte, on s'ouvre. Hein. Ouais, c'est ça. Et on est beaucoup moins contracté, et on a beaucoup moins d'angoisse, de peur. On accepte. Génial. Il y a une invitée aussi sur mon podcast qui disait, j'adorais, qui disait, mais la vie, elle est pour nous, elle n'est pas contre nous. C'est ça, oui. Et je trouve que ça rejoint cette idée-là aussi. Oui. Trop beau. Est-ce que tu as des projets pour cette année ou dans ton parcours professionnel, justement que te dit ton avenir? Alors, déjà, je retourne en Inde. Wow. C'était pas du tout prévu, mais pareil, voilà, j'ai accepté ce qu'on m'a mis sur ma route. Donc là, je retourne en Inde dans 15 jours et j'avoue que je pense, je ne sais pas ce que je vais chercher, ce que je vais trouver, mais je pense que ça va être fort. Donc ça va aussi, je pense, me guider pour la suite de ce que je vais vivre et donner aux autres, quoi. Après, professionnellement, je suis en train de mettre en place une espèce de... C'est pas une espèce, mais enfin... encore de compléter mes drainages avec autre chose. D'accord. Avec d'autres soins que je vais proposer. Parce que je demande pour vraiment que ce soit un soin global. Encore plus. J'aimerais écrire. C'est quelque chose qu'on m'avait justement prédit quand j'avais 14 ans, mais là, ça y est, je pense que ça commence à mûrir. Ce fameux livre. Voilà. Et puis plein d'autres choses. Et j'accepte, je suis dans l'acceptation de plein de nouvelles choses qui vont certainement se présenter à moi. Génial. Et voilà. Comment on fait pour te retrouver, justement, si on souhaite... Alors, tu es à Marseille, oui. Mais si on souhaite un drainage lymphatique, on peut te retrouver où ? Alors, à Marseille, donc chez moi, également au cabinet d'une chirurgien esthétique qui s'appelle le docteur Amar. J'ai également un bureau au Bossé, donc c'est dans le Var. D'accord. Et une fois par mois, je viens à Paris. Ok, et t'es où à Paris ? Pour l'instant, dans le 17e. D'accord. Voilà. Génial. Et est-ce que tu as un site ou un compte Instagram où on peut te retrouver ? Alors, le compte Instagram, c'est Marion-Medium. Non, Marion de Cazalet, pardon. Ok. Medium. J'ai un Facebook et le site est en cours, là, parce que j'en ai fait un nouveau. Ok. Voilà. Donc, si on souhaite une séance ou une consultation avec toi, on te contacte par Instagram ? Par Instagram et où il y a mes coordonnées également, donc voilà. Ok, je mettrai toutes les informations dans la bio. Très bien. En tout cas, merci à toi Marion. Merci infiniment. À très vite. À très vite.